Comment gérer les personnes toxiques? Qu'est-ce qu'une personne toxique d'ailleurs? Pour moi en tout cas. Et comment, se comporter? Quelle est la chose à faire quand on est face à une personne toxique, dans une relation toxique? C'est ce que je vais essayer d'aborder dans cette vidéo, mais toujours sous l'angle de l'énéagramme et du travail intérieur, non pas sous l'angle de la psychologie ordinaire ou de la psychologie telle qu'elle est, divulguée de manière un peu grossière dans les magazines, dans les esprits, mais plutôt je ne suis pas psychologue, donc plutôt un point de vue sur la relation qu'on peut entretenir avec une personne toxique et quel est le travail que l'on peut en faire, quelles sont les prises de conscience que l'on peut en tirer. Au regard de l'énéagramme en tant qu'outil de compréhension du fonctionnement du monde en général, des lois de fonctionnement du monde, qui s'appliquent à tous les niveaux, y compris dans le domaine des relations interpersonnelles, et de l'énéagramme compris comme un cheminement intérieur, vers un éveil intérieur et une libération de ce moi, de ce personnage qui est impliqué dans des relations dites toxiques et qui est affecté par ces relations dites toxiques. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer la promotion habituelle, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, plusieurs possibilités. En tout cas, si le travail proposé et le partage proposé sur cette chaîne vous parle et que vous souhaitez contribuer à sa pérennité, permettre sa pérennité tout en vous nourrissant un peu plus, le but n'est pas simplement la charité, le but est de pouvoir échanger, faire un échange. Donc, par exemple, vous pouvez faire l'acquisition de mon livre en 2 tomes. Il y a 1000 pages. C'est vraiment, de ce que disent certaines personnes, l'encyclopédie ou la Bible de l'énéagramme. J'ai condensé tout ce qu'il y a et tout ce qui est possiblement et publiquement possible de condenser sur l'énéagramme dans ces 2 tomes, qui à l'origine ne sont qu'un livre, mais qu'on peut tout à fait lire séparément. En tout cas, pas le tome 2, parce que c'est la suite logique, mais tome 1, il peut être lu en lui-même, c'est l'énéagramme des 9 types, tout son fonctionnement, et si vous souhaitez uniquement vous intéresser aux 9 types, tout est dans le tome 1. Le tome 2 approfondit beaucoup plus, entre dans la profondeur et dans une approche plus intérieure, libéré des 9 types et libéré de la psychologie de plus en plus dominante qui s'est intégrée, qui a récupéré l'énéagramme pour en faire un outil de développement personnel ou thérapeutique, en oubliant son origine spirituelle, si on veut utiliser un terme, même s'il était un peu galvaudé. Donc, les livres, une formation, les secrets de l'énéagramme, sur 7 modules, dont le premier constitue l'introduction, vous est offert ici. Si ça n'apparaît pas dans la description, vous aurez le lien. Une autre approche, une approche complémentaire. J'ai découvert des choses par la suite qui ne sont pas encore dans le livre, qui y sont, mais de manière non structurée, de la même manière que dans la formation. Donc ce sont 2 angles d'approche, 2 manières d'entrer. Le livre va beaucoup plus loin, puisqu'en 1000 pages, on peut dire beaucoup plus de choses qu'en 9 heures de vidéo. Voilà, c'est complémentaire. Vous avez aussi la possibilité de devenir membre de la chaîne, de soutenir par un abonnement et d'avoir accès en échange à des vidéos avec des propositions plus concrètes pour mettre en application ce dont je parle de manière théorique tout au long de ces vidéos. J'en profite pour dire que les groupes sont largement complets, même trop remplis, donc pour l'instant il n'y a pas de possibilité de rejoindre un groupe de travail, à moins que, parce que j'ai des nouvelles demandes vraiment intéressantes et je ne sais pas si je vais laisser les personnes comme ça dans l'attente, ou si je peux trouver le créneau pour un troisième et dernier groupe de travail. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de place dans les groupes de travail. Alors venons-en aux personnes toxiques. Toxique, c'est quelque chose qui nous empoisonne. Si je mange une nourriture toxique, elle va me rendre malade, voire elle va me tuer. Donc on peut imaginer qu'une personne toxique est une personne qui va me rendre malade, qui va me faire du mal et qui peut potentiellement me tuer.
en tout cas sur un plan psychique. J'ai intitulé cette vidéo Personne toxique au singulier, que faire? Probablement que vous vous êtes dit, ça voulait forcément dire que faire si je suis face à une personne toxique. Peut-être ne vous êtes pas dit que ça voulait aussi dire que faire si moi-même je suis une personne toxique. Parce qu'il est évident qu'il faut envisager les deux cas. Les personnes toxiques ne se reconnaissent pas comme personnes toxiques. Donc une personne qui se croit face à une personne toxique tout en étant une personne non toxique peut très bien être une personne toxique. Pour moi, autrefois on disait telle personne c'est un con. Ce gars-là c'est un con. C'était une expression plus triviale, plus terre à terre pour désigner une personne qui ne nous plaisait pas, qui avait des comportements qui ne nous plaisaient pas. Ce à quoi je répondais souvent, attention, on est tous le con de quelqu'un. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Aujourd'hui, on a eu accès à une vulgarisation de la psychologie, en tout cas d'une certaine forme de psychologie. On utilise des termes qui nous font passer pour un peu plus savants, un peu plus cultivés que cette personne est un con, mais c'est une personne toxique. C'est un pervers narcissique. C'est un manipulateur pervers. Il y a forcément une différence, mais là aussi, j'insiste et j'attire votre attention sur le fait que, a priori, nous sommes tous la personne toxique de quelqu'un d'autre. Nous sommes probablement tous le manipulateur pervers ou la manipulatrice perverse de quelqu'un d'autre, le ou la pervers ou perverse narcissique de quelqu'un d'autre. Soit nous sommes tous des manipulateurs pervers et nous sommes tous toxiques, ce qui est possible, soit nous utilisons de manière trop abusive ces termes, sans même des fois savoir à quoi on fait allusion. Qu'est-ce qui est véritablement un manipulateur pervers? Qu'est-ce qui est véritablement un pervers narcissique ou une personne toxique? Ce que j'ai remarqué par simple observation, c'est que une personne toxique par elle-même, c'est rare. Une personne est souvent toxique dans la relation. Qu'est-ce qui est mis en jeu dans la relation et qu'est-ce qui se fait résonance dans une relation d'une personne à une autre pour que ce comportement toxique se manifeste? C'est déjà une bonne question. Plutôt que essentialiser la personne toxique, c'est de comprendre en quoi elle est conduite par ces schémas ou par le regard de l'autre à entrer dans ces comportements. J'ai remarqué beaucoup de couples, euh, quand on est en couple, il y a forcément des frictions. Si on s'attend à être en couple et que ça va être un long fleuve tranquille, eh bien peut-être qu'on va se plaindre de s'ennuyer. Donc forcément, quand je me mets en couple, avec tout mon passif, avec le spectre de la relation que j'avais avec mes parents, que mes parents avaient entre eux, tout ce qui a été vu, tout ce qui a été non dit, tout ça, je le porte. Et quand je rentre dans une relation de couple, tout ça, ça se réveille. Et en plus, ça entre en collision avec ces mêmes choses qui sont portées par la personne avec qui j'entre en relation. Surtout en couple. Beaucoup d'attachement, beaucoup de dépendance affective et beaucoup d'attente de la relation. Donc, tout ça est ravivé. Et moi, mon observation est vraiment que dans cette relation personne toxique, il faut qu'il y ait une victime. Et chez les personnes qui se voient comme victimes d'une personne toxique, alors que d'extérieur, c'est pas forcément ça qui ressort, sont souvent dans une attitude victimaire. J'ai peur de l'autre, j'ai peur qu'il me manipule. Parfois, en accusant l'autre d'être toxique, on parle plus de soi que de l'autre. Il y a objectivement des personnes avec qui, lorsqu'on est en relation, nous sommes effectivement impliqués dans une relation qui est toxique. Toxique pour l'autre, toxique pour nous, avec a priori un bourreau et a priori une victime. Et plein de gens autour qui peuvent nous dire, attention, tu es avec un pervers narcissique, il faut que tu t'en sortes, ce qu'on appelle les sauveurs. Vous aurez reconnu le fameux triangle de Karpman. Triangle vicieux, parce qu'il existe un triangle vertueux. J'en profite pour faire un parallèle avec l'énéagramme et le triangle de l'énéagramme. Le triangle est vraiment peut-être la figure la plus importante à comprendre si on veut pouvoir utiliser, décortiquer, comprendre nos relations et comprendre les clés du travail sur soi et de l'évolution intérieure, tant sur le plan psychologique que sur le plan spirituel. Une force active, le bourreau, c'est la loi de 3. Pour créer un phénomène, il faut toujours la conjonction de deux forces
et de leur neutralisation, c'est la troisième force, ou de leur conciliation, ce qui permet soit de les réunir, soit qui est le produit de la rencontre. Par exemple, un homme, une femme, pour devenir père et mère, il faut qu'il y ait une rencontre, une fécondation et l'émergence de ce qui les réunit tous les deux, et ce qui est d'ailleurs une partie de l'un et une partie de l'autre, un enfant. Ce qui permet de passer à un quatrième terme. On passe du couple horizontal à la famille qui est sur un plan plus vertical. Parce que nous sommes décentrés de nous et nous devons nous centrer sur cet être vulnérable qui apparaît au sein du couple et qui transforme le couple en famille. Pour les gens qui ont eu des enfants, la transformation, elle est expérientielle. On voit très bien qu'il y a une vie avant et il y a une vie après. Et ce que l'on trouvait important avant ou les activités qu'on avait le temps de faire, c'est terminé si on s'investit réellement dans son rôle de parent. Et d'ailleurs, elles n'ont souvent plus le même attrait. Il y a bien une transformation, une forme d'évolution sur le plan de la conscience. Je commence à être intéressé au bien-être de quelqu'un qui est extérieur à moi, non pas par rapport à ce que j'attends de lui en général, même si ça arrive, mais il y a quand même une poussée de prendre soin de cet enfant qui vient d'arriver. Mais on peut aussi vivre ça au sein du couple. Quand dans le couple, on cesse d'essayer de se protéger de l'autre ou de compenser auprès de l'autre, mais qu'on construit un nous. Entre le je et le tu, je c'est moi dans le couple, tu c'est l'autre, mais pour l'autre, je c'est lui et tu c'est moi. Comment on peut passer de un je face à un autre je, que je vois comme un tu, vers un nous? Donc ça oblige à certains sacrifices, à abandonner certaines peurs, notamment de l'engagement, ou d'une compensation, d'une dépendance affective, etc. Je, tu et nous, toujours ce triangle et cette loi de trois. Si on arrive à comprendre intellectuellement, au niveau du ressenti et au niveau corporel, ce qu'est cette loi de trois, on peut modifier notre relation au monde. On peut comprendre différents enjeux et différentes manières d'entrer en relation et ce qui résiste en nous dans cette relation. Le triangle de Karpman, donc je disais un bourreau, c'est la force active, comme le père est la force active. La victime, dans ce cas-là, c'est la force passive, celle qui subit les manipulations, les insultes, les menaces du bourreau, et ce qui réconcilie les deux, ce qui les réunit et qui entretient en réalité cette problématique bourreau-victime, c'est le sauveur, qui, à son tour, peut devenir une prochaine victime ou un prochain bourreau, le bourreau de la personne qui l'a sauvé. Tout comme l'enfant deviendra un homme ou une femme, voire un père ou une mère, il va se polariser, le sauveur peut à son tour devenir un bourreau ou une victime. La loi de 3 dans un couple, elle se manifeste par rapport au type d'attachement. La force active, les personnes anxieuses qui ont besoin d'être rassurées par l'autre, et force passive, les personnes évitantes qui ont tendance à se protéger et à fuir la relation. Et entre les deux, les personnes désorganisées, qui sont tantôt l'un, tantôt l'autre. Là aussi, l'objectif est de passer à un autre stade, un quatrième terme, qui est le type d'attachement équilibré, qui n'a pas peur de l'attachement, mais qui n'a pas besoin de compensation et qui n'est pas dans l'anxiété, un besoin d'être rassuré, qui sait prendre du temps, qui sait exister en tant que lui-même, mais sans excès, sans avoir besoin de se protéger, sans peur, et donc qui sait passer de l'un à l'autre selon la justesse de ce qui est demandé dans la situation. Quelqu'un qui serait avec une personne trop envahissante pourrait dire stop, je me sens envahi, là j'ai besoin d'un espace. Il ne faut pas confondre avec l'aspect évitant, qui lui est en fuite parce qu'il a l'impression que l'autre va prendre possession de lui, va prendre possession de sa liberté, de son jardin intérieur. Et ça peut changer d'une relation à l'autre. Mais en général, il y a quand même des types d'attachements qui sont liés à la mère, à la relation que j'avais avec ma mère, et donc qui permettent de déterminer si je vais être plutôt désorganisé, plutôt anxieux, plutôt évitant. Une personne de type anxieuse qui a besoin que l'autre le rassure et qui a besoin de passer du temps avec l'autre, qui va se rendre compte que l'autre est toujours dans la fuite, peut sentir que la personne est toxique pour elle. Parce que pourquoi moi je veux m'engager, je veux bâtir quelque chose et l'autre en face ne veut pas. Elle se sauve ou il se sauve. Elle m'évite. Elle préfère passer du temps avec ses amis plutôt qu'avec moi. Elle me délaisse. Donc elle est toxique.
l'autre côté du miroir, la personne qui est qui est évitante, peut avoir l'impression que l'autre veut lui imposer un rythme, veut lui imposer un mode de relation et peut considérer qu'elle est toxique. Elle attend trop de moi. Pourquoi elle a besoin de moi? La question, c'est pourquoi dans ce cas-là, je suis en couple? Si je ne veux pas reconnaître que être un couple, c'est avancer progressivement vers le nous et non pas rester focalisé sur son jeu, un jeu qui a peur et qui se sauve, ou un jeu qui a peur et qui veut être rassuré par la relation. Un jeu JE face à un jeu JE dans ce jeu JEU de la relation. Sur le plan du travail lié à l'énéagramme et de la connaissance de soi, la relation de couple est extraordinaire. Encore plus extraordinaire est la relation parent-enfant, parce que c'est un terreau de travail sur soi extraordinaire, à condition que je travaille sur moi et que je ne sois pas juste en train de manifester mes mécanismes habituels de peur, d'évitement, de désorganisation, etc. Quelqu'un de désorganisé peut trouver qu'une personne trop évitante ou trop anxieuse, lui, il s'adapte. Si la personne est anxieuse, il va tendance à peut-être éviter. Si la personne est évitante, il va avoir tendance à être dans l'anxiété et à rechercher des preuves d'affection, d'attachement. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut distinguer l'attachement, qui est en réalité une forme de dépendance, de mutuelle, de l'amour, qui est un don de soi, mais libre. Donc je n'ai pas peur ni de donner, ni de recevoir. Et pour passer du je, tu à un nous, s'il n'y a pas l'amour, ça va être très compliqué. Si on est dans une codépendance affective, on est dans l'imitation du nous. C'est exactement ce que j'explique sur ma chaîne. Je vous renvoie par exemple sur la vidéo L'énéagramme, un chemin vers l'éveil, ou si vous voulez vraiment creuser ce sujet, comment l'ego nous pirate, nous sommes ici pour incarner une forme de conscience. Et l'ego est un piratage, une imitation de cette conscience de nous-mêmes que nous sommes venus incarner à l'intérieur comme à l'extérieur. L'ego vient pirater et remplacer cette conscience. C'est une fausse conscience de nous. Eh bien, dans un couple, si on est dans l'amour, on peut créer un nous. Si on est dans une dépendance mutuelle, une codépendance affective, on va créer une imitation. Ça va cimenter le couple, mais sur un niveau de dépendance où on s'enferme de plus en plus dans la relation parce qu'elle nous sécurise, non pas parce qu'elle nous nourrit. Une relation amoureuse peut nous mettre à l'épreuve parce que la personne vient avec son passif, moi je viens avec mon passif et ces deux passifs entrent en friction. Le fait d'être en couple vient réveiller. Plus la relation est intense, d'être à être, plus les blessures vont être activées. Plus il y a de l'amour, plus se mélange cette dépendance et au point de départ, les deux peuvent coexister. J'ai besoin de discerner, d'apaiser, de travailler sur ces peurs pour que la dépendance laisse place à autre chose. On pourrait appeler l'amour. La loi 3 est très importante. Elle a été personnifiée dans la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, dans la Trimurti, de manière très claire. Brahman, pour se manifester, a besoin de trois forces. Brahma, la force qui crée les mondes. Shiva, la force qui détruit les mondes. Et Vishnu, la force qui maintient les mondes et qui concilie destruction, création, création, destruction. C'est une loi très importante et elle est à l'œuvre dans toute la création à tous les niveaux, dans le monde extérieur si je veux créer quelque chose et dans le monde intérieur si je veux créer quelque chose à l'intérieur et dans mes relations. Si vous voulez explorer cette loi, j'ai une vidéo sur la loi de 3 et différents exemples, comment l'électricité est produite par la loi de 3, comment un sol est produit par la loi de 3, comment un feu est produit par la loi de 3, etc. Et cette loi 3 implique que deux forces en présence, si elles se trouvent sur la même fréquence, elles peuvent produire quelque chose qui n'est pas forcément sain. Je peux produire une relation de dépendance comme je peux produire une relation d'amour. Je peux produire une relation qui, même si elle est conflictuelle et me met au travail, va me permettre d'évoluer, ou je peux créer une relation toxique qui m'enferme. Une des conditions pour construire ce nous, c'est la capacité de faire certains sacrifices, de faire certaines concessions, céder avec l'autre. C'est intéressant. Céder, dans le fait, je cède certaines parties en moi qui sont habituées à telle chose, et céder, S apostrophe, A-I-D-E-R. C'est intéressant au niveau phonétique et de la langue des oiseaux.
Si je cède, alors on cède sur le plan du couple. Si les deux parties ont un sincère besoin ou une sincère volonté d'évoluer, alors quelque chose est possible. Le problème, c'est que entre l'impression que j'ai d'avoir envie de remettre en question, de me remettre en question et d'évoluer, et le caractère sincère ou non de ce désir, c'est ce qui fait toute la différence dans les effets. Est-ce que vraiment je vais évoluer ou pas? Ça vient simplement, ça va simplement dépendre de la sincérité de mon désir. Est-ce que c'est un désir du mental ou une image du mental qui se raconte que lui, moi, je me remets en question et pas toi? Ou est-ce que c'est une vraie et profonde remise en question? Des gens qui affirment se remettre en question et qui y croient, j'en connais énormément. Des personnes qui se remettent vraiment et profondément en question, il y en a déjà beaucoup moins. Notamment dans les problèmes de couple. On a souvent une tendance à voir que le problème, il est chez l'autre, mais l'autre voit que le problème, il est chez nous. Comment chacun peut essayer de voir, discerner ce qui appartient vraiment à l'autre, mais ce qui nous appartient à nous. Même les comportements de l'autre, que je considère comme des preuves que j'ai raison et que l'autre a tort et fonctionne de manière perverse ou toxique, c'est souvent par mon regard, ma vision et par mes attitudes que je les ai créés. Alors ça, c'est très difficile à entendre en général, et j'ai bien conscience que ma vision sur les personnes toxiques, et encore plus ce que je vais dire après, peut heurter la sensibilité de certaines personnes, notamment quand on a une tendance victimaire, mais si on a une vraie tendance, un vrai besoin de compréhension, de connaissance de soi et de sincérité avec soi-même, alors on peut entendre ce message. J'ai des exemples de couples, de personnes qui revivent les mêmes choses dans toutes les relations et qui sont convaincus que ça vient de l'autre. Si, et ce à quoi je réponds, quel est le dénominateur commun entre toutes ces relations? C'est toi. C'est pas la personne en face. Il y a une part de projection de ma part sur l'autre et l'effet Pygmalion est très puissant. C'est-à-dire que la manière dont je perçois l'autre ne serait-ce que par ne serait-ce que de manière fréquentielle, la personne va sentir exactement le rôle dans lequel je le place ou je la place et va se mettre en adéquation. C'est très inconscient. C'est l'effet Pygmalion. Dans une classe, on avait demandé à un instituteur de prendre en charge une classe d'élèves, mais c'était les pires élèves, les cancres. Ils avaient un niveau extrêmement mauvais et il fallait qu'ils se dépatouillent avec ça. Et bien au final, à la fin de l'année, les notes étaient catastrophiques et effectivement, les élèves étaient perçus, en tout cas, comme mauvais et avaient de très mauvaises notes et étaient difficilement capables de prouver leur capacité. Et puis, on a demandé à un autre instituteur de prendre en charge une classe d'élèves en lui disant que c'était des élèves très bons, les meilleurs. Et effectivement, ça s'est ressenti dans les notes, dans les travaux effectués par les élèves. Sauf qu'en réalité, on a menti. On a donné les meilleurs élèves, en tout cas ceux qui avaient les meilleurs résultats, à un instituteur en lui disant que c'était les élèves les plus mauvais. Et on a donné les élèves les plus mauvais à un autre instituteur en lui disant que c'était les élèves les meilleurs. Le regard de l'instituteur a complètement modifié sa perception et le retour des enfants en face. Ils se sont adaptés à ce qui était perçu d'eux. Je parle souvent de l'instinct d'adaptation. Il est beaucoup plus puissant que ce qu'on pourrait imaginer. Nous, inconsciemment, nous nous adaptons constamment aux attentes et aux regards de l'autre. Donc, je vois des personnes qui, lorsqu'elles sont seules, se comportent d'une certaine manière, et lorsqu'elles sont avec leur compagnon ou leur compagne, se comportent d'une manière radicalement différente, parce que c'est une question de relation. Force active, force passive. L'ascendance de l'un va entraîner une forme de résistance chez l'autre et va produire des comportements qui vont venir confirmer les a priori, les projections de la personne. Ce qui rend la situation très complexe. C'est pourquoi, si on est focalisé sur l'autre et ses comportements, on va finir par se convaincre et se donner la preuve que nous avions raison, parce que les comportements de la personne viennent le prouver, mais à quel moment on comprend que c'est notre regard et donc toute notre attitude, le ton de notre voix, les remarques que l'on peut faire, les attitudes gestuelles, corporelles, c'est tout ça qui va nourrir la relation. À quel moment je comprends que peut-être j'ai une part de responsabilité, surtout si cela se reproduit. La reproduction de situations indique la reproduction de schémas, de nos schémas. Quelqu'un qui est très conscient et qui se laisse avoir dans une relation comme ça ne retombera pas dans la même relation. Quelqu'un qui tombe et retombe dans la même relation, c'est simplement une résonance et ce sont ses propres schémas qui se manifestent. Donc c'est une opportunité de questionner, d'investiguer, d'aller visiter ces schémas,
de mettre de la conscience sur ces mouvements inconscients, automatiques en moi, pour pouvoir m'en libérer. Puisque des schémas compulsifs, tels qu'ils sont très bien décrits par l'énéagramme, des schémas compulsifs inconscients, automatiques, sont par définition non conscients. Ils ne peuvent fonctionner que si je ne suis pas conscient de ces schémas. Même si je sais, je peux parfois savoir que je fonctionne comme ça, mais savoir n'est pas conscience. Conscience implique une vision aiguë, pénétrante, directe et objective de ces schémas, de moi en train d'alimenter ces schémas. C'est ça qui est important, c'est que savoir ne me transforme pas. Je peux savoir comment je fonctionne sans être capable de m'empêcher de fonctionner comme ça. J'ai besoin d'un autre ingrédient qu'on appelle l'être. Et l'être est directement relié à la conscience. Donc développer la conscience, grâce aux relations de couple dans lesquelles je me trouve, elle parle essentiellement de moi, ce que je vis dans le couple comme impact. Si ça m'impacte, c'est que ça vient me parler de moi, c'est que ça me donne une occasion de me connaître et de visiter certains schémas, certains mécanismes inconscients. Donc, si je vois beaucoup de gens qui viennent dans les groupes que j'anime et qui ont une envie de travailler, mais qui n'ont pas un réel désir sincère. Donc, qui continuent à alimenter les mêmes projections et qui ne veulent pas remettre en question leur certitude sur leur couple, leur relation, leur manière de fonctionner dans la vie quotidienne, avec les autres ou avec eux-mêmes. Les personnes qui viennent avec un profond désir sincère ont des prises de conscience très rapides et des transformations très rapides. Parce que l'aspiration réelle est là. Derrière ce désir, il y a une aspiration, une flamme. Et si elle n'est pas là, j'ai besoin de la nourrir. Ou alors, si je n'arrive pas à trouver la motivation pour nourrir cette flamme, eh bien en fait, elle s'éteint de toute façon et je reste enfermé dans mes schémas. Parce que j'ai besoin de cette flamme, de cette aspiration profonde pour avoir le courage de me voir tel que je suis, de prendre conscience de mes automatismes, de mes schémas, de mes compulsions, des parts d'ombre en moi-même. Je connais quelqu'un qui a une tendance à se victimiser beaucoup dans la relation, mais qui, vu de l'extérieur, se comporte de manière odieuse avec la personne avec qui elle se trouve ou il se trouve, mais sans s'en rendre compte, en ayant l'impression que c'est l'autre qui est toxique ou qui est dangereux ou qui se comporte mal. C'est pourquoi faire intervenir un tiers extérieur qui est habitué, qui connaît ses fonctionnements, pour trianguler cette loi de 3 pour construire un nous, on a parfois besoin de quelqu'un d'extérieur, surtout si on a du vécu, qu'on a eu plusieurs relations et que on est moins malléable. Quand on est jeune et qu'on se met en couple jeune, on évolue ensemble, en général. Mais quand on est plus âgé, nos schémas sont beaucoup plus rodés, nos justifications, nos auto-justifications sont beaucoup plus fortes, l'ego a beaucoup plus d'emprise et c'est compliqué. Donc ça peut être intéressant de faire trianguler, de matérialiser la loi 3 entre moi qui subis l'autre et l'autre qui me pose problème par son comportement. Je fais intervenir quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir lui dire que c'est elle ou c'est lui qui est responsable de tous les maux de notre couple. L'autre se dit peut-être la même chose. Et donc la personne en face, si elle est juste et, et dans sa place, va permettre de faire ressortir les problématiques de chacun des membres du couple. Oui, mais si la relation est vraiment toxique, je vais y venir. Mais c'est important de discerner vraiment toxique ou euh, supposément toxique à cause de toutes mes projections et de mon absence de remise en question sur ma part de responsabilité dans la relation. Il faut être deux pour danser le tango, disent les Anglais. Ça veut dire vraiment ce que ça veut dire. Dans une relation, si ça va mal, peut-être que dans un certain pourcentage, un, 2, 3, c'est vraiment une personne en face qui a des troubles psychotiques, psychiques. Et effectivement, c'est son ressort. Mais pourquoi j'ai été attiré par résonance par cette personne? Pourquoi certaines personnes, je vois des gens, par exemple, là où j'habite, qui créent des collectifs. Personnellement, je perçois l'emprise de certaines personnes et l'aspect manipulation, comme le mensonge, la manipulation pour aller vers son objectif, tout en utilisant des personnes, leur argent, leur énergie physique, matérielle, financière, pour son propre objectif. Personnellement, je le vois arriver de loin, et d'autres personnes les voient arriver de loin, mais d'autres
tombent sous l'emprise et investissent 50 000, 100 000, 200 000 euros et s'en mordent les doigts quelques mois après ou quelques années après et recommencent ailleurs. Pourquoi nous sommes attirés par certaines personnes que l'on considère comme toxiques? C'est vraiment la bonne question à se poser en premier lieu. Pourquoi, si je me suis mis avec une personne toxique, pourquoi je ne l'ai pas vue? Pourquoi je n'ai pas, ma conscience ne m'a pas averti? C'est que j'ai quelque chose à visiter. Cette expérience, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour m'amener à visiter ces zones en moi qui servent de prise à cette emprise. S'il n'y a pas d'emprise sans prise à l'intérieur. Donc déjà, si je me sens pris dans une relation toxique, je vais déjà questionner. Si, est-ce qu'elle est vraiment toxique? Est-ce qu'il n'y a pas une part de moi qui alimente et qui entretient cette relation et qui crée son caractère toxique par la manière dont je vois l'autre, par tout ce que je projette sur l'autre et avec quoi l'autre entre simplement en résonance. Parce que cette même personne, si elle était avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes problématiques, mais d'ailleurs, elle n'est pas attirée par quelqu'un qui n'a pas les mêmes problématiques, elle se comporterait radicalement différemment, comme dans l'effet Pygmalion. Je prends un exemple très concret. J'étais éducateur, donc je suis très habitué à travailler avec des jeunes, notamment des jeunes qui ont des comportements un peu excessifs. Et hier, j'étais dans le cadre familial avec mes enfants et dans une journée jeu. Et il y a une personne qui a une tendance à prendre un leadership et à écraser, à générer une mauvaise ambiance et à étouffer certains, à faire des alliances avec d'autres. Et puis donc j'ai dû intervenir suite à une crise. Et puis en reprenant les différents participants, en travaillant sur non pas telle personne est méchante et l'autre est la victime, comment on est arrivé à cette friction et à cette situation où l'un était par terre et il voulait tuer l'autre parce qu'elle venait de le pousser dans les ronces. En reprenant depuis le début et en amenant les enfants à trouver une solution, comment on peut, même si on ne s'aime pas, cohabiter, parce que c'est très récurrent, à chaque fois qu'ils se voient, c'est extrêmement frictionnel. Comment on peut cohabiter? Je dis, il y a des gens que je n'apprécie pas forcément, mais je ne vais pas les insulter, je ne vais pas les agresser, ni les frapper. Je leur dis bonjour. Ou au pire, s'ils ne veulent pas, je les ignore. Je n'ai pas besoin d'entrer en conflit, en friction avec quelqu'un sous prétexte qu'il ne m'aime pas ou qu'a priori, je n'ai pas d'affinité avec lui. Et puis, il y avait un autre qui était là, ce leader, à qui qui a commencé à simplement dire, bah, sinon, on fait ça, ça, ça. Alors je dis, bah tiens, je m'appuie sur ton sens des responsabilités, sur ta maturité, tu es plus grand et tu sembles faire preuve de maturité, c'est toi qui vas répartir euh, le tour de rôle de à qui c'est de lancer la balle. C'était le jeu, chacun à son tour devait lancer la balle. Alors il y en a qui gardaient la balle 10 fois, il se battait pour la balle. Et il s'est mis dans son rôle, mais vraiment avec beaucoup de sérieux, reconnu dans son leadership, mais vertueux, qui était là pour harmoniser la relation du groupe et pas pour envenimer et créer des duos qui contre les autres. Et tout le reste de l'après-midi s'est extrêmement bien passé et son comportement a été, du début jusqu'à la fin, plus vertueux, on pourrait dire, que semeur de zizanie ou dominateur. Tout ça pour dire que la manière dont on voit quelqu'un, dont on le regarde, ne serait-ce que dont on essaye de le regarder et dont on verbalise avec lui, peut radicalement le faire switcher. Parce que tout est une question de résonance. Ça me rappelle une histoire qui vient bien à propos. Il y a un sage qui est assis face à un sage, on ne le sait pas, mais l'histoire ne le dit pas, qui est assis au milieu du désert, entre deux villes. Et puis, il y a des enfants qui jouent ici. Il y a un voyageur qui arrive et qui s'arrête et qui dit, tiens, je viens de cette ville-là, je me dirige vers celle-là. Comment sont les gens là-bas? Le sage lui dit, comment étaient les gens d'où vous veniez? Ah, ils étaient terribles, querelleurs, égoïstes, j'aime pas du tout. Il dit, ah, ben ils sont pareils là où vous allez. Donc le voyageur s'en va un petit peu dépité, de dire j'ai quitté quelque chose pour retrouver la même chose. Et puis 2 heures après, il y a un autre voyageur qui arrive et qui lui dit la même chose. Je viens de telle ville, je m'en vais dans telle ville là-bas, exactement les deux mêmes villes. Comment sont les gens dans cette ville dans laquelle vers laquelle je me dirige? Et le sage lui dit comment étaient les gens où vous étiez? Ah, j'ai trouvé beaucoup de générosité, de l'entraide, j'avais des bonnes relations avec mon voisinage, dans mon travail. Il dit, les gens sont exactement pareils là-bas. Pour moi, c'est une petite histoire qui est une pure vérité. Notre regard sur le monde, l'observation modifie ce qui est observé,
nos projets, en fait, je vois le monde à travers mes projections. Donc mes projections sont les mêmes partout, peu importe où je vais. Si je vois du positif, je vais le voir partout. Si je vois du négatif, je vais le voir partout. Si j'arrive à discerner le vrai du faux, le positif du négatif en acceptant les deux, je vais manifester ça partout. Ce qui est l'harmonie, le yin et le yang. Ni trop optimiste, ni trop pessimiste, mais simplement réaliste, au contact du réel, de la réalité. Dans un couple ou dans une relation, c'est souvent exactement la même chose, sans compter les mémoires inconscientes qui se font écho, qui se, qui s'appellent, qui s'aimantent mutuellement. Pourquoi certaines femmes qui ont eu un père autoritaire, voire violent, ont tendance à être attirées par des hommes qui représentent la même chose? Pourquoi certains hommes qui ont eu une mère peut-être contrôlante ont tendance à être attirés vers des personnes qui manifestent la même chose? Un autre fait intéressant que j'ai constaté de manière vraiment massive, que j'ai vu un peu partout, c'est que les personnes qui parlent le plus de personnes toxiques ou de manipulateurs pervers ou de pervers narcissiques manifestaient souvent des comportements qu'on pourrait objectivement attribuer à ces mêmes personnes qu'elles dénoncent. Toujours ce mécanisme de projection. Je vois ailleurs ce que je porte en moi mais que je ne vois pas. J'ai besoin de l'autre comme miroir. Tant que je ne suis pas clair, que j'ai pas une vision claire de moi-même, je vais réagir aux autres à telle parole, telle attitude, ça va m'impacter. Pourquoi? Parce que comme je ne vois pas clair en moi, j'ai besoin du miroir que représente l'autre. Et je peux affirmer que si aujourd'hui, que si nous sommes affectés par quelqu'un, le comportement de quelqu'un, c'est que quelque part nous donnons prise et que cette personne vient simplement révéler un aspect de nous que nous ne voulons pas voir. Et comme nous ne voulons pas le voir, nous le voyons partout. Comme disait Swami Prajnapada, vous ne voyez pas le monde, vous voyez votre monde. Et en parlant d'une sainte qui s'appelle Ma Anandamayi, qu'on surnommait Ma, il disait à Arnaud Desjardins, son élève, vous ne voyez pas ma, vous voyez votre ma. Et c'est pareil pour les personnes qu'on idéalise et c'est pareil pour les personnes qu'on considère comme toxiques ou négatives, qui d'ailleurs vont souvent en retour nous considérer comme toxiques ou négatives ou manipulatrices. Je me rappelle avoir lu dans un livre d'Elisabeth Eich sur son initiation dans les pyramides que les personnes qui parlaient le plus d'amour sont celles qui en étaient dépourvues. Que les personnes qui ne parlaient pas d'amour, en tout cas que celles qui en étaient pourvues, n'en parlaient pas ou n'en parlaient pas constamment. Et ça m'a fait penser à cette grand-mère adoptive qui n'a jamais parlé de la bonté, de la gentillesse, de la bonté, en tout cas qui ne parlait même pas de valeur ou de vertu à acquérir, mais qui incarnait de manière très visible une bonté d'âme. Elle n'avait pas besoin d'en parler, elle l'incarnait. Donc ça m'a donné l'impression que c'était possible que la chose dont on parle soit celle dont on a le plus besoin, soit, et que ce qu'on voit de manière récurrente chez les autres, c'est ce qu'on porte en soi et qu'on ne voit pas. Combien de fois dans les groupes de travail que j'accompagne, j'ai entendu des prises de conscience de personnes qui, avec beaucoup de difficultés, de souffrances, voire de larmes, confessaient avoir vu des aspects d'elles-mêmes qu'elle pensait complètement inexistante chez elle et qu'elle critiquait chez les autres. Par exemple, le besoin d'être vu, de briller. Quelqu'un qui se sentait plutôt humble, plutôt besoin de se cacher en public, en fait, s'est rendu compte qu'elle cherchait constamment l'attention, ce qu'elle critiquait chez d'autres personnes qui le manifestaient plus grossièrement. Attention à ce que je critique, ce que je juge chez l'autre, ce qui me fait réagir chez l'autre. J'ai besoin de regarder en moi qu'est-ce qui réagit, de comprendre que je ne fais, même si la personne est réellement comme je l'imagine, c'est moi qui l'ai aimanté. Mon être attire ma vie en fonction de ce que j'ai besoin de voir, de connaître. Toujours pour cette expansion de conscience. Donc, à chaque fois que je réagis, stop, je regarde en moi. J'arrête d'accuser l'autre, de projeter la responsabilité sur l'autre, et je regarde en moi, chercher ce qui en moi est affecté. Quel est l'espace en moi qui est en résonance avec ça pour que non seulement je l'ai attiré, mais en plus j'y réagisse émotionnellement. Je répète, la sensibilité
est différente de l'émotivité. La sensibilité implique une ouverture du cœur avec un C majuscule, alors que l'émotion est là quand mon cœur s'est fermé et que j'ai réagi avec affect, avec attachement. Donc, s'il y a réaction émotionnelle, c'est qu'il y a eu fermeture au niveau du cœur. Et s'il y a eu fermeture, j'ai besoin d'investiguer. Qu'est-ce qui a produit cette fermeture en moi? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Et surtout, qu'est-ce qui a été menacé en moi? C'est pas, c'est pas suffisant de dire, ah oui, telle parole de telle personne a réagi, je me suis fermé, j'ai réagi émotionnellement. La question, c'est pourquoi j'ai fermé? Qu'est-ce qui en moi s'est senti menacé pour se refermer? Et dans les relations amicales ou familiales au sens large, avec la famille, la belle famille, c'est la même chose. Il y a des personnes que, par exemple, dans mon... D'ailleurs, il y a des personnes qui n'arrêtaient pas de dire lui c'est un con, lui c'est un con, sont tous des cons, sauf lui. Personnellement, je trouvais que ses comportements étaient ceux d'un con. C'était ma vision, de haut de mes 20 ans, 25 ans, un côté très macho, écrasant, dominateur, castrateur, très misogyne, bref, des choses que personnellement je n'aimais pas. Et je me suis rendu compte que d'autres personnes l'idéalisaient. Donc je me suis dit, pour moi, c'est objectivement quelqu'un de mauvais, en tout cas ce qu'il appelle un con. Moi, je le voyais clairement et objectivement chez lui, mais j'ai réalisé que d'autres personnes l'idéalisaient et ne voyaient pas du tout la même chose. Ça a commencé à fragmenter mes certitudes, que finalement, les certitudes que j'avais sur les autres et sur le monde, elles n'étaient pas partagées par tout le monde. Donc elles ne pouvaient pas être une vérité objective. Du reste, cette personne que j'ai dû côtoyer pendant des décennies et que je côtoie toujours est un type 8, plutôt dégradé, on pourrait dire objectivement, si on se réfère sur l'échelle de l'énéagramme, sur les comportements réels et observables. Le 9 que j'étais avait de grosses difficultés à supporter cette relation perçue comme toxique par quelqu'un de type 9 qui a peur du conflit, qui ne s'affirme pas. Mais il m'a obligé, notamment quand j'ai commencé à être père et à voir que finalement, il fallait que je protège ma fille de certains comportements que je considérais comme toxiques, de la violence physique, de la violence verbale, j'étais obligé de me positionner. Et donc cette personne toxique a été pour moi un support d'évolution intérieure. Une nourriture qui est toxique, selon comment je peux l'utiliser pour moi, elle peut me tuer ou elle peut me guérir. On peut utiliser du venin de serpent ou du venin d'araignée ou du venin d'abeille pour guérir, en homéopathie par exemple, certains troubles. Un mal peut devenir un remède, tout comme un remède peut devenir un mal. C'est toujours actif-passif, yin-yang. Rien n'est yang dans l'absolu. Rien n'est yin dans l'absolu. Yin et yang et actif-passif ne le sont que dans la rencontre de deux forces. Les forces sont neutres. Un homme représente symboliquement la force active, mais un homme dans un couple peut être la force passive, selon la personne avec qui il est et selon la relation. Donc actif et passif ne sont pas des catégories figées, c'est de la dynamique, c'est relationnel, c'est systémique. Cette personne de type 8 d'ailleurs, dans son couple, même si il a tendance à imposer, à critiquer, à parler fort, à se servir un peu de son épouse comme, pas comme un objet, mais de, par exemple, je me rappelle une fois, le médicament était à côté de lui et son épouse était loin et il lui a dit: «Tu peux venir me donner mon médicament?» Donc son épouse s'est levée pour prendre le médicament qui était juste à côté de lui et lui donner. Ce côté un peu: «Je contrôle, c'est ma chose». Mais dans l'intimité et dans les décisions les plus importantes, il ne faisait qu'obéir à son épouse. Actif-passif, c'est subtil, c'est fluide, c'est en mouvement, c'est une dynamique. Et donc, ce côté victimisation de voir partout des personnes toxiques, attention, attention. Voyons les choses comme des miroirs, les êtres comme des miroirs, ce que nous percevons chez les autres, allons à la rencontre de la résonance en nous. Déjà, dans le corps, comment ça réagit? Dans l'émotion, comment ça réagit? Qu'est-ce qui en moi réagit? La voie de l'énéagramme, la voie du travail vers l'éveil intérieur conduit à un espace de non-réactivité. Et en premier lieu, de non-réactivité émotionnelle, c'est-à-dire un espace dans lequel nous ne sommes plus impactés émotionnellement par les situations.
une sorte d'accueil inconditionnel de la situation qui n'exclut pas un discernement. Au contraire, le discernement n'est plus coloré par l'émotion et le discernement est juste et ne vient plus produire des émotions négatives qui sont le fruit de mes représentations, de mes projections sur le monde. Alors, entre un discernement clair, une vision claire de la réalité, sans mes voiles habituelles, sans mes projections, sans mes filtres, mes attentes, mes peurs, tout ce que je projette sur la relation au monde ou à l'autre, avec un accueil inconditionnel de la réalité telle qu'elle est, permet une action juste, adaptée aux circonstances, puisque j'ai une vision claire et une pacification émotionnelle, je ne réagis pas. Si je suis dans une interprétation, une réaction émotionnelle, je produis une réaction, qui est la manifestation de mon ego, de sa peur, de son besoin de se protéger, de s'affirmer, de se justifier, de survivre en quelque sorte, en définitive, alors que l'action juste est complètement ajustée et, et à- en harmonie avec les circonstances extérieures et intérieures. Je vous renvoie à la vidéo sur l'ego précédemment citée. L'ego produit une réaction, la conscience permet une action juste, non pas une inaction. C'est pas parce que j'accueille les choses que je ne fais rien. J'ac- La discipline stoïcienne de l'assentiment permet une absence de réactivité émotionnelle, d'emportement émotionnel, mais elle n'empêche pas l'action, bien au contraire. Et donc, le couple ou la relation est un terreau parmi les plus fertiles pour la connaissance de soi, pour discerner ce qui vient de l'autre, ce qui vient de moi, ce qui est vrai et ce qui est le fruit de mes projections. La question, c'est est-ce que je veux vraiment travailler sur moi? Je peux, en esprit, dans le mental, être sûr que oui, je veux vraiment travailler, je fais plein de stages, etc. Oui, mais si je n'ai pas un désir sincère de me connaître et d'accepter de me voir tel que je suis, je ne veux pas travailler sur moi. Et donc, je vais reproduire constamment les mêmes schémas pendant des décennies, possiblement en les aggravant. Parfois, je les reproduis de manière subtile. Donc, je me dis, ça y est, regardez, j'ai travaillé sur moi, je ne reproduis pas la même chose si je le reproduis ailleurs. Et je ne le vois pas pour l'instant. Et je le verrai dans 5 ans. Et je dirai, ah, j'en suis encore sorti, j'ai progressé. Mais je vais encore le reproduire d'une autre manière. L'ego est extrêmement rusé. Donc, première étape, si j'ai l'impression d'être dans une relation toxique, est-ce que c'est vraiment une relation toxique? Est-ce que ce sont mes projections? Deuxième étape, si objectivement j'ai eu confirmation ou je suis sûr que c'est une relation toxique, pourquoi est-ce que je suis entré dans cette relation toxique? Donc, quelque part, a priori, la situation est différente et pourtant, c'est la même. Je reviens vers moi pour essayer d'aller explorer ce qui en moi a été attiré par cette personne. Pourquoi je n'ai pas vu telle et telle chose avant. C'est un travail d'investigation intérieure, d'exploration intérieure. C'est pas un travail de décortication mentale ou intellectuelle. C'est vraiment un travail d'aller à la rencontre de certaines zones d'ombre qui ont permis à cette relation d'exister dans mon champ d'expérimentation. Parce que j'attire ce que j'ai à vivre. Tout est actif-passif. Une force active aimante une force passive. Une force passive aimante une force active. Ces deux forces s'aimantent. D'ailleurs, sémante, comme c'est sémantique, c'est dans le terme, et sème, sémante, sème, c'est la même racine. C'est la force d'attraction. Tout est force d'attraction et, par réaction, force d'opposition ou de résistance. Et maintenant, si je suis avec une personne toxique, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois rompre? Est-ce que je dois quitter? Là, c'est un choix individuel. Je n'ai strictement aucun conseil à donner. Tout dépend de la personne. Il y a des personnes à qui j'ai, dans une relation toxique, j'avais tendance à encourager plutôt ces mouvements de quitter la relation toxique parce qu'elle était trop toxique. Si je prends quelque chose de toxique pour me soigner, si je suis extrêmement fragile, je vais devoir prendre une petite dose. Si j'ai développé une immunité comme des personnes qui ont été piquées pendant des années ou des décennies par des vipères, qui ne sentent même plus la morsure de vipère, il va falloir plus, je vais être capable de supporter beaucoup plus de venin. Je prends un exemple, une histoire. Si, prenons l'exemple d'un chat. Un chat est censé chasser un rat. Si vous prenez un chat aguerri, mature,
qui a déjà chassé beaucoup de rats, il n'a plus aucune peur du rat et le rat va être terrifié par le chat. Si je prends un chaton tout jeune, tout frêle, et que je lui demande d'aller s'attaquer à un rat, il risque de se faire manger. C'est le rat qui va se nourrir du chaton. Pourtant, il s'agit d'un chat. Mais un chat a différents niveaux de développement, de maturité et d'expérience. Il existe une histoire encore dans les arts martiaux que je raconte de mémoire en synthétisant, en résumant, sur l'histoire à voir dans le livre Contes et légendes des arts martiaux, je crois. Je mettrai la fiche. Très très intéressant, plein de sagesse. Les arts martiaux sont une voie d'éveil à part entière à l'origine, si on sait comment regarder. C'est l'histoire d'un rat extrêmement rusé, très fort, et aucun des chats du quartier n'a pu défaire ce rat, et le propriétaire des lieux est très mécontent parce qu'il veut chasser ce rat, mais ce rat vient à bout de tous les chats. Alors on fait venir un chat extrêmement sage, très ancien, et on lui demande si lui il aura la capacité d'attraper ce rat. Le chat vient, il parle, il se pose, il est détendu, il attend, et le rat apparaît, et le chat se dirige vers le rat, et le rat est tétanisé par le chat et se laisse manger. Tout ça pour dire que selon le niveau de maturité, je ne vais pas supporter les épreuves de la même manière. À un certain stade de développement, l'épreuve n'est plus vue comme une épreuve, elle me nourrit directement. Parce qu'il n'y a plus de résistance émotionnelle, de réactivité émotionnelle, d'interprétation, de peur. J'entre directement dans l'expérience et j'en suis nourri directement. Mais si je n'ai pas atteint un stade de maturité spirituelle, parce que nous ne sommes pas tous au même niveau spirituel, et il ne s'agit pas d'une question d'année de pratique ou d'âge, mais de maturité de l'âme. Et c'est très différent. Certaines personnes de 30 ou 35 ans peuvent avoir une âme beaucoup plus mûre que des personnes qui ont 70 ans et qui ont pratiqué 40 ans de méditation. On est dans un autre monde. Il y a des personnes qui sont des enfants sur le plan spirituel. Par exemple, je discutais avec quelqu'un qui est dévot de Amma. J'aime beaucoup Amma, j'apprécie vraiment cet être hors du commun, mais Amma s'adresse à des personnes qui sont spirituellement des enfants. Elle leur donne des codes, des dogmes, et puis les personnes euh, absorbent et font ce que leur maman leur dit. C'est ce que veut dire Amma, la mère. Et Amma, elle parle à ses disciples en disant mes enfants. Il y a différents niveaux et il y a des personnes qui ont besoin plutôt de comprendre et de devenir leur propre maître. Il y a des adultes spirituels et des enfants spirituels. Si quelqu'un qui est immature sur le plan spirituel est engagé dans une relation toxique, il est plutôt conseillé de s'extraire parce que je ne suis pas prêt et je risque d'être dévasté, d'être plus détruit que nourri par la relation. En revanche, si quelqu'un est dans une maturité spirituelle qui le rend capable de se nourrir et d'évoluer grâce à la relation, un peu comme Socrate qui, dit-on, avait épousé une femme acariâtre qui passait son temps à le critiquer, à le juger, à lui crier dessus, pour pouvoir mettre à l'épreuve sa philosophie. Car le véritable éveil intérieur ne se coupe pas du monde, ne se réfugie pas dans l'intériorité, dans une vie tranquille, dans un temple ou un ashram. Le véritable éveil intérieur se met à l'épreuve de la vie et du monde et des frictions. C'est dans l'épreuve qu'on peut faire les preuves de son niveau d'éveil et de liberté intérieure. Si je suis encore impacté et touché par des paroles, par des comportements et en réactivité émotionnelle à mon fort intérieur, c'est que je ne suis pas libre intérieurement. Si je suis libre intérieurement, je peux entretenir une relation, même si elle est objectivement pour d'autres toxique, elle ne vient pas m'atteindre. Donc, que faire face à une relation toxique? Tout dépend de vous, de votre maturité ou immaturité sur le plan psychologique et ou spirituel. Et c'est très abstrait ce que je vous dis, mais personnellement, je ne coupe aucune relation. J'ai pourtant dans mon entourage familial des personnes que l'on pourrait vraiment cocher toutes les cases d'un caractère toxique selon mon angle de vue. Pourtant, je ne coupe pas la relation. Je me rends aux réunions annuelles jusqu'à ce que
on m'interdise ou que par différents procédés, je ne puisse plus y aller. Pourquoi? Parce que c'est une occasion de travail intérieur extraordinaire. Se mettre à l'épreuve, toujours. Les seules relations qui ont été arrêtées, en ce qui me concerne, l'ont été par les personnes en face. Et plutôt par ce que nous étions devenus que par les actions ou les actes qu'on a pu mettre en place. Et elles sont très très rares. Elles se comptent largement sur le doigt d'une main depuis des décennies. Si je reproduis dans ma vie des ruptures avec des gens, comme je décris dans la vidéo sur le type 4, je peux vous renvoyer le type 4 et ses relations, ce drame intérieur, cette victimisation, cet idéalisme déçu, c'est que, c'est que j'ai un problème en fait. Si je romps régulièrement des relations. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que les seules personnes dans mon expérience avec qui les relations se sont arrêtées, ce sont des personnes qui régulièrement font cette espèce de vide, idéalisent quelqu'un et puis d'un seul coup le mettent plus à terre. On ne peut pas plaire à tout le monde et le but n'est pas de garder absolument, de s'accrocher à des relations, mais simplement d'utiliser les relations pour sa propre croissance intérieure, quelque part être égoïste dans la relation. Je suis égoïste dans la relation, je me sers de la relation pour comprendre ce que cette relation vient produire en moi. Il a l'air d'accord, le logiciel. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Voilà, ce sera le clou du spectacle, le bouquet final. Pourquoi? Parce que si je fais ça, je vais naturellement transformer la relation. Combien de personnes dans les groupes de travail, j'ai entendu dire: «Telle personne que je voyais d'une manière avec de l'animosité et du ressentiment et ceci, un jour je l'ai vue d'une manière différente. Plus aucune animosité, plus rien et cette personne s'est mise à se comporter différemment». C'est récurrent. C'est la preuve que notre vision de l'autre va conditionner la relation et son comportement avec nous. Je peux garantir que j'ai constaté que chez certaines personnes qui croient avoir envie de travailler, mais qui pendant 4 ans stagnent et répètent les mêmes boucles, et chez d'autres qui arrivent juste depuis quelques semaines et qui ont une véritable aspiration, qui ont envie de cesser d'alimenter en eux les mêmes schémas et qui ont déjà arrêté de responsabiliser les autres, mais qui ont bien vu que ces schémas récurrents qu'ils portent et qu'ils alimentent les emprisonnent et qui ont commencé à souffrir de cette situation et à vouloir absolument s'en libérer, évolue à une vitesse en quelques semaines. C'est-à-dire que certaines personnes évoluent en 4 ans et d'autres évoluent aussi de la même manière, on connaisse la même évolution, mais en 3 mois. Tout dépend de l'aspiration à se libérer de nos schémas, de la capacité d'utiliser toutes les situations pour se connaître soi-même et s'observer soi-même et non pas responsabiliser l'autre, et la sincérité. Tout ça, ça va ensemble. Il y a des personnes que j'accompagne depuis longtemps et pendant des mois et des mois, j'entends les mêmes discours. Ah, j'ai pas réussi à faire tel exercice, j'ai pas réussi, j'ai pas pensé. Mais j'en ai rien fait. Je me laisse endormir dans ce je n'ai pas réussi. Et puis d'autres à qui j'ai demandé beaucoup moins, mais ont été proactifs, qui ont anticipé des exercices et des pratiques que je n'ai même pas proposé encore, mais qui les ont déjà intuitivement ont compris que c'était l'évolution des pratiques fondamentales et évoluent à une grande vitesse. C'est une question d'aspiration. Ce à quoi j'aspire est aimanté. Si j'aspire vraiment à évoluer, je vais évoluer parce que tout ce que je vais vivre dans mon quotidien va être le support d'une présence, d'une vigilance vers moi-même et d'une observation de moi-même. Et non plus de victimisation ou de domination ou d'avoir raison dans la relation, de me protéger. Tout ça m'enferme et m'empêche d'évoluer. J'aime bien cette phrase que j'ai mise au point, nuancée, mais dans un certain sens, elle est vraie. Les amis de ma personnalité sont les ennemis de mon essence. Les ennemis de ma personnalité sont les amis de mon essence. Vous voulez savoir de quoi je parle quand je parle d'essence et de personnalité, je vous renvoie vers la vidéo que vous trouverez dans la description. Qui suis-je? Quelle est ma véritable nature? Entre la personnalité que j'ai acquise et l'essence avec laquelle je suis venu au monde. Les personnes qui me titillent, qui me provoquent, qui me font réagir sont les personnes qui me permettent d'évoluer. Les personnes avec qui je m'entends bien, avec qui c'est fluide, je m'endors dans une forme de confort et de routine, mais je ne peux pas évoluer. C'est très intéressant parce que, en général, si je suis immature,
spirituellement, je vais chercher la compagnie des personnes avec qui je me sens bien, qui sont comme moi, qui me font me sentir confortable. Si plus j'évolue, plus je vais accepter la compagnie des personnes qui me font réagir. Et plus j'évolue encore, et plus je vais aller chercher activement la compagnie des personnes qui me bousculent. Parce que j'ai compris viscéralement, cellulairement, que ces personnes me rapprochent de mon être véritable, de mon essence, derrière les mécanismes et les filtres de ma personnalité. Monsieur Gurdjieff disait: aime ce que tu n'aimes pas. Toutes les choses que tu n'aimes pas, apprends à les aimer. Moi, je paraphraserai en disant: aime ce, C-E-U-X, que tu n'aimes pas. Alors l'évolution intérieure sera ultra rapide, elle sera accélérée. Et donc j'arrête de considérer des personnes comme toxiques. Je vois que derrière cette toxicité, il y a un remède qui me permet d'évoluer intérieurement et de me libérer de mes propres schémas et de ne plus être affecté par des personnes toxiques, donc de ne plus considérer des personnes comme toxiques. Monsieur Gurdjieff disait: rose, les personnes veulent uniquement les roses. Et rose sur le plan extérieur, rose sur le plan intérieur. Mais pour qu'il y ait des roses, il y a aussi des épines. Et que plus on évolue progressivement, moins on recherche les roses et plus on recherche directement les épines, parce qu'on a compris que ce sont les épines qui mettent à mal nos fonctionnements égotiques, nos fonctionnements automatiques, inconscients et compulsifs, et nous permettent de nous extraire de ces fonctionnements. Si, je prends l'exemple souvent d'une braise, si je tiens une braise, elle est inconfortable parce qu'elle est un peu chaude, mais c'est du connu, elle me rassure. J'ai peur de lâcher cette braise. J'y tiens, c'est quelque chose de précieux. On pourrait dire c'est ma personnalité, c'est mon ego. Je tiens à cette braise. Si cette braise commence à chauffer un peu plus, elle devient encore plus inconfortable. Il y a un moment donné où la sécurité et l'aspect précieux de cette braise qui est connue, qui me rassure, et mise en perspective avec la douleur et l'intensité de la brûlure, va m'obliger à lâcher la braise. Donc, ces épines sont quelque part des manières d'intensifier les brûlures de la braise et pour m'obliger à terme à lâcher la braise. La braise, c'est mon identification à la personnalité, qui est un masque, qui est un ensemble de fonctionnements, de réflexes conditionnés quelque part, de schémas automatiques, qui sont totalement inconscients et qui me contrôlent, qui me manipulent et qui m'amènent de plus en plus vers l'inconscience. Une huître peut créer une perle précieuse qui va non seulement être magnifique, mais transcender pendant des années ou des siècles la vie de l'huître qui l'a créée. Mais pour créer une perle, elle a besoin d'un grain de sable qui s'immisce entre ses coquilles au moment où elle filtre et qui vienne au cœur de l'huître et qui fasse souffrir l'huître et qui l'oblige à créer des couches de nacre qui vont la protéger de l'irritation produite par le grain de sable. Donc, quand j'ai compris ça, ces épines ou ces grains de sable, je vais les chercher activement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand ce qui me fait souffrir, je comprends viscéralement que ça me fait grandir, la souffrance et l'alchimie, le soufre, ce qui permet de déposer le soufre en soi, soufre en ce, en alchimie, en langue des oiseaux, ce, c'est soi, eh bien, j'ai compris que ça me fait grandir mon âme. Le soufre est la nourriture de l'âme. Quand j'ai compris ça et que je vais proactivement chercher ces circonstances difficiles parce qu'elles me font grandir, il y a neutralisation entre ce que je n'aime pas et ce que j'aime, ce que je ne veux pas et ce que je désire, les deux se rencontrent et se neutralisent. Quelque part, je ne me suis pas coupé du désir, j'ai commencé à désirer ce qui me faisait aversion, et en commençant à désirer ce qui me fait aversion, je ne peux plus éprouver d'aversion, donc je ne peux plus éprouver de souffrance. C'est quelque part la clé de la transformation. Neutraliser cette dualité, désir et aversion, peur, amour ou attraction, j'aime, je n'aime pas, en neutralisant, en aimant ce que je n'aime pas, comme disait M. Gurdjieff, en désirant ce qui me fait aversion, en allant à la rencontre, comme la princesse embrasse le crapaud qui la révulse, qui la dégoûte, et en l'embrassant, ce crapaud se transforme en prince charmant. Le symbolisme derrière ce conte, derrière cet extrait qu'on retrouve souvent dans certains contes, est
très profond et très indicateur de cette attitude intérieure à adopter et c'est vraiment à méditer. Mais attention, parce que certaines personnes sont dans une relation toxique ou sous emprise sans même s'en rendre compte, sans être conscient et consciente, et c'est souvent le cas. Donc là, ça prouve euh, plutôt une immaturité sur le plan spirituel. Je ne vois pas à quel point je suis sous emprise, à quel point, quelque part inconsciemment, je me nourris de cette situation-là. Là, j'ai envie de dire, je ne sais pas s'il faut sortir ou pas, mais il faut d'abord prendre conscience de la situation. Donc, si on a des doutes, ça peut être intéressant de se renseigner sur les ressorts de la perversion narcissique, de la manipulation perverse, etc. Mais en même temps, souvent, je vais lire ça et je dis: «Ah oui, c'est lui, oh, ah oui, c'est elle, ah oui, c'est elle». Ça ne peut ça va confirmer ce que je projette déjà. Donc attention. Mais c'est toujours, plus intéressant de se renseigner et d'ouvrir son champ de conscience sur la situation que de rester dans l'inconscience et la soumission et la dépendance à une relation qui, possiblement, est toxique et me détruit. Et si, à contrario, vous êtes conscient ou consciente d'être dans une relation toxique et de subir et de ne pas pouvoir en sortir, c'est plutôt négatif. Il faut plutôt en sortir. Et là, le travail, c'est de trouver la force de se libérer, de couper ces liens de dépendance, quitte à aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et souvent, en allant chercher de l'aide à l'extérieur. Il y a des personnes autour de moi qui étaient vraiment prises dans ce type de relation mais qui avaient l'impression que c'était peut-être de leur faute, que c'était parce qu'elles n'étaient pas assez dans l'amour, assez dans la compréhension, alors que les comportements de l'autre en face étaient objectivement odieux. C'était inhumain de traiter une autre personne comme ça. Là, cette personne avait besoin de regards de l'extérieur qui lui disent attention. Et quand ces regards se sont croisés et que plusieurs personnes lui ont dit la même chose, elle a pu prendre conscience. Et en prenant conscience, elle a pris conscience de sa dépendance. Je vois bien, mais je ne peux pas sortir parce que j'ai peur. Parce que, par exemple, dans le cas de quelqu'un qui était neuf syntonique, l'oubli de soi et la fusion à travers l'autre, notamment dans le couple, dans la relation duel, j'ai besoin de l'autre comme sécurité. Donc je préfère une situation toxique que la peur de me couper ce qui me donne un sens de l'identité. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, c'est une occasion de travail et de devenir de plus en plus conscient de ces mécanismes et de ces phénomènes. Et puis, elle a fini par sauter le pas et quitter la relation, mais parce que quelque chose en elle a commencé à émerger et à sentir que ça n'était plus possible et qu'elle se reniait elle-même dans son être pour rester dépendante d'une situation qui lui donnait jusque-là une sécurité, mais qui l'étouffait dans son être. C'est un processus, en fait. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide et des conseils à l'extérieur et à plusieurs personnes, y compris des personnes qui n'ont pas le même point de vue, de manière à croiser les regards. Petit ajout au montage, après le montage, parce que je me suis aperçu que ce que j'essaie de dire pouvait être très mal perçu par certaines personnes. Certaines personnes sont en recherche du confort, d'une sécurisation, d'une relation harmonieuse dans laquelle elles vont s'épanouir. Et c'est légitime, chacun son objectif de vie. Certaines personnes, beaucoup plus rares, mais certaines personnes sont en quête d'une évolution intérieure authentique et réelle. Quand je parle de cette évolution intérieure qui nous pousse à aller chercher des situations difficiles, des situations inconfortables, parce que nous avons compris que c'est ça qui nous aidait à évoluer, tant sur le plan psychologique, on appelle ça sortir de sa zone de confort, que sur le plan spirituel. On a souvent bien compris que si on sortait de notre zone de confort, nous pouvons progresser. Nous pouvions progresser. Sur le plan spirituel, ce qui est en haut étant comme ce qui est en bas, ce qui est en bas étant comme ce qui est en haut, c'est la même chose, d'une manière différente. Il y a une différence entre l'évolution personnelle, le développement personnel, et l'évolution spirituelle, qui est un développement essentiel, développement de ma reconnexion à mon essence. Mais là aussi, les situations difficiles, les situations inconfortables peuvent être une source de croissance intérieure.
Donc il ne faut pas prendre ce que je dis au pied de la lettre pour argent comptant. Tout dépend de l'aspiration de chacun et chacune. Si votre aspiration n'est pas d'évoluer à tout prix intérieurement, mais de ménager la vie personnelle, relationnelle, il ne faut pas rechercher des relations difficiles, des relations toxiques. Il faut rechercher l'harmonie. En revanche, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Socrate, quelqu'un qui aspire vraiment à une libération intérieure peut avoir tendance à accepter, voire rechercher des situations très difficiles, très éprouvantes. C'est le cas de Monsieur Gurdjieff, c'est le cas de Socrate, c'est le cas d'un être que j'admire particulièrement, Monsieur Philippe de Lyon, ou qu'on appelait Maître Philippe de Lyon. Tout dépend de ce que l'on recherche. Est-ce qu'on recherche une harmonie sur le plan psychologique ou est-ce qu'on recherche un éveil intérieur? L'éveil intérieur implique certains renoncements, certaines renonciations. Pas le renoncement à mon travail, à ma famille, à la vie dans le monde. Bien au contraire, ça peut être une fuite. Le renoncement à certaines habitudes intérieures, psychologiques, mais surtout spirituelles, qui m'amènent à rechercher absolument des situations qui me font me sentir confortable, en paix, en sécurité, et à fuir les situations qui me font me sentir inconfortable, en insécurité. Donc sans se mettre en danger physiquement ou même psychologiquement, mais quelque part en apprivoisant progressivement ces zones que j'évite, qui sont très très bien définies et déterminées par l'énéagramme selon mon type et mon sous-type. Si j'identifie mon type, je sais exactement les choses que j'évite et que j'ai besoin d'aller rencontrer si je veux évoluer. Et si je connais mon sous-type, je sais exactement quel domaine de la vie je dois développer et dans quel domaine je peux rencontrer ces zones inconfortables qui me conduisent jusqu'à la peur originelle, qui est cette peur profonde qui gouverne absolument tout mon psychisme. Si je me libère de ma peur originelle, toute la structure psychologique se libère de tous les schémas, toutes ces croyances qui me rassurent, mais qui me limitent, tous ces attachements, toutes ces projections, tous ces filtres, parce que tout cela repose sur un noyau dur qui est constitué par ce qu'on appelle la peur primaire ou peur originelle, qui est une variation d'une peur universelle et fondamentale que nous portons tous. Donc nos schémas sont bâtis sur la peur, alimentés par la peur, cette peur qui gît dans l'inconscient, et en allant rencontrer des situations inconfortables, qui me font peur, eh bien, je vais aller réveiller cette peur. Je vais commencer à progressivement la rendre de plus en plus consciente pour pouvoir la dépasser. Et donc, c'est pourquoi, selon ce que vous cherchez, mieux vaut une relation de couple harmonieuse. D'ailleurs, une relation de couple toxique n'est pas forcément, n'est pas du tout recommandée. Je parle des relations plutôt amicales, des gens qu'on peut côtoyer au travail, voire en amitié. Mais faire sa vie avec une personne toxique comme Socrate, c'est pas forcément, ce n'est pas du tout ce que je conseille à qui que ce soit. Et une relation même apparemment toxique chez deux êtres qui veulent évoluer et qui évoluent ensemble, notamment grâce à ces frictions, devient une relation harmonieuse, quoi qu'il en soit, à condition que les deux personnes évoluent. Et donc, pour évoluer, il est nécessaire d'accepter de profondes remises en question et de profonds renoncements à ces habitudes psychologiques, mentales, émotionnelles, instinctives, que j'alimente constamment. Et donc, utiliser la relation comme un miroir pour mon évolution me permet d'avancer. Plus je suis sincère et plus j'utilise toutes les situations, toutes les frictions comme outils d'observation et de connaissance de moi et d'évolution intérieure, plus j'évolue vite. Les mécanismes intérieurs de ce que je pourrais appeler mon ego sont là pour m'empêcher de revenir à ma nature véritable. Tout ce que l'ego met en place sert à asseoir son pouvoir sur moi. Si j'ai compris ça, j'ai compris que les situations qui sont inconfortables pour moi sont inconfortables en fait pour cet ego qui a pris le contrôle, qui a pris possession quelque part de mon esprit. Donc, si j'ai compris ça, je vais là où mon ego m'interdit d'aller. Parce que c'est justement là que je vais trouver la porte de sortie, la libération. Quelqu'un a dit, là où ça résiste est la porte de sortie.
La résistance n'est plus vue comme quelque chose qui me nuit, qui me met en inconfort, que je dois éviter. La résistance est vue comme quelque chose qui me fait grandir, comme un muscle. Si je fais de la musculation comme ça, je peux faire ça toute la journée, ou presque. Par contre, si je mets une force de résistance, des poids, ça va être plus difficile. Mais paradoxalement, c'est ça qui va faire, qui va développer le muscle. Quelque part, sur le plan intérieur, la conscience, l'essence est comme un muscle. J'ai besoin de le mettre à l'épreuve des résistances pour pour la faire grandir. Ça n'est pas une image, ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et si vous êtes allé jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous entendez ce que je précise là, c'est que quelque part, le sujet vous interpelle. La manière en tout cas de présenter, de percevoir ce sujet des relations toxiques vous interpelle et que vous êtes probablement plutôt dans une optique d'évolution intérieure. Vous acceptez d'entendre que cette relation, aussi toxique soit-elle, n'est qu'un miroir, n'est qu'une occasion de travail intérieur, et sinon vous ne seriez pas venu jusqu'à cet endroit de la vidéo. Et donc, si je souhaite vraiment évoluer, je vais mettre en œuvre cette image, cette métaphore de la princesse qui embrasse ce crapaud répugnant, qui la dégoûte, qui accepte d'aller embrasser la situation, la relation, même si techniquement, dans les faits, je vais rompre une relation. En tout cas, dans le moment où cette relation produit une réactivité émotionnelle, c'est ici et maintenant que je peux travailler. Même si juste après, je vais dire stop, j'arrête la relation. J'ai le droit. Mais ici et maintenant, quand la relation vient me mettre au travail, c'est là que je dois amener le regard à l'intérieur et observer pour aller voir ces schémas qui sont mis en mouvement grâce à cette relation. Mais je m'autorise à l'arrêter l'instant d'après. Si je ne sens pas, si je ne me sens pas en justesse de rester dans une relation. Surtout si c'est une relation de couple qui est vouée à occuper une très grande partie de ma vie. Mais attention à ne pas tout de suite projeter parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a un désaccord dans le couple, c'est une personne toxique, il faut que j'arrête. Parce que souvent, j'ai remarqué, c'est l'occasion d'éviter de se remettre en question. La personne est toxique, dès que le couple devient un petit peu plus proche, intime et qu'on commence à voir les défauts l'un de l'autre, eh bien là, il y a quelque chose qui est possible. Et là, on peut construire autre chose dans le couple. J'ai reconnu l'autre non plus dans ce que j'idéalisais de lui ou d'elle, mais je commence à la voir objectivement telle qu'elle est. Je peux être un peu déçu, désillusionné. Ça veut dire ayant perdu mes illusions. Donc là, on peut construire sur du vrai et non pas sur du faux, sur des idéaux. Attention à ne pas, c'est toujours pareil, quand je reproduis et que je me dis à chaque fois, tiens, je suis avec quelqu'un de toxique, j'arrête, il y a quelque chose à regarder à l'intérieur, fatalement, obligatoirement. Donc le discernement, très difficile à acquérir, le discernement. Est-ce que je suis réellement dans une relation que je dois quitter ou est-ce que simplement je suis dans une relation qui peut être nourrissante, mais là, il y a des conflits, il y a des oppositions, on me fait des reproches, la personne n'est pas ce que j'attendais. Là, c'est là où j'ai besoin d'apprendre le discernement. Et comment je peux apprendre le discernement? En éclaircissant ma perception. Comment éclaircir ma perception en étant toujours dans cette quête d'évolution intérieure et donc toujours voir les situations extérieures comme des occasions de connaissance de moi, d'observation de moi, d'épurer quelque part ma vision de ces voiles en allant les questionner, en allant à leur rencontre. Je commence par embrasser des petits crapauds qui sont pas trop répugnants. Et puis je vois que finalement, ce crapaud s'est transformé en prince, alors, ou en princesse. Alors je vais embrasser des crapauds un peu moins petits, un peu plus répugnants. Et je commence à me rendre compte que progressivement, j'ai grandi à chaque fois que je suis allé visiter ces situations inconfortables, ou voir qui me faisaient peur, voir qui me terrifiaient. Parce que cette peur qui se loge au plus profond du noyau de notre psychisme est une peur qui ressemble plus à une terreur. Donc tout le monde n'est pas prêt à aller rencontrer. Mais chacun à son niveau, on peut déjà expanser cette conscience en visitant des territoires qui lui sont apparemment interdits, parce qu'ils provoquent un inconfort. Je peux voir cet inconfort quand il se manifeste comme un signal de mon ego qui m'interdit d'aller là, parce qu'il se sent menacé si j'acceptais de visiter ces territoires. Donc, chacun, chacune à son rythme, on peut progressivement élargir sa zone de confort, parce que quand je visite une zone d'inconfort et que j'ai traversé, elle n'est plus inconfortable. J'ai augmenté
mes zones de confort, jusqu'à ce que finalement je sois complètement à l'aise et confortable dans toutes les situations, quelles qu'elles soient. Quelque part, ça peut être l'objectif. Monsieur Gurdjieff disait, et Monsieur Prajnanpa disait aussi, l'un des signaux de l'éveil intérieur, c'est de la capacité d'être complètement à l'aise intérieurement, dans une forme de sérénité, d'équanimité, dans toutes les situations. Non pas de choisir les situations qui me mettent à l'aise, mais d'être à l'aise dans toutes les situations. Et je vous quitterai en vous laissant méditer là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée.